Venons-en aux questions de politique monétaire, puisque la séquence a redémarré. On a déjà eu quelques réunions de Banque centrale la semaine dernière, mais les plus importantes sont encore devant nous avec la BCE ce jeudi et la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Monter les taux face à une crise inflationniste et dans un contexte de remontée du risque bancaire, ça n'est pas une opération facile. François Cabot est avec nous en plateau pour évoquer ces sujets. Économiste zone euro chez AXA IM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le risque SVB, matérialisé depuis quelques jours désormais aux États-Unis, peut-il distraire les banques centrales de ce qui était jusqu'à présent leur objectif premier, à savoir lutter contre la crise inflationniste ? Alors je pense qu'il faut vraiment séparer des deux côtés de l'Atlantique. Il y a évidemment deux histoires bien différentes. Ça a été suffisamment rappelé, un business model très particulier de ces différentes banques qui sont touchées aujourd'hui. Un système de régulation très différent également entre les États-Unis et l'Europe. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un aspect uniquement de financement de produits et d'activités sur les cryptos, sur les fintechs et de financement par des entreprises. Et donc, il n'y a pas une diversification qu'on a beaucoup plus en Europe. Donc je pense que là-dessus, effectivement, sur ce qui nous concerne, sur la zone euro immédiatement pour cette semaine, le message est assez clair sur mars. Maintenant, pour la suite, je pense qu'effectivement, quelque part, la leçon a été retenue de février où la forme de pré-commitment, enfin d'engagement chiffré, je pense, ne devra pas être renouvelée dans la mesure où il y a une dissension très forte au niveau du Conseil des gouverneurs. C'est pas tant le sujet de contagion des États-Unis vers l'Europe du système bancaire, de problématiques de ce côté-là, parce qu'encore une fois, l'aspect régulation est beaucoup plus fort en Europe. Mais néanmoins, on a quand même l'idée que cette extension de politique monétaire, cette restriction commence à se faire sentir tout juste. Et il n'est peut-être pas effectivement nécessaire d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort à court terme, compte tenu de là où on en est aujourd'hui. Vous dites que c'est une situation spécifique peut-être pour la Réserve fédérale américaine qui se réunira la semaine prochaine. Néanmoins, il y a quand même une leçon un peu générale pour d'autres banques centrales qui est de dire que oui, quand on monte les taux vite, fort et à des niveaux de restriction monétaire qu'on n'a jamais expérimenté en zone euro, il y a le risque à un moment que quelque chose craque. Oui, tout à fait. C'est un wake-up call, c'est un rappel un peu général de ce point de vue-là, François. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un événement de marché et très déstabilisateur et dont personne ne pouvait effectivement finalement soupçonner le timing. Mais si on regarde plus généralement d'un point de vue macroéconomique, on regarde la santé de la demande domestique aujourd'hui, à la fois en termes d'investissement et de consommation sur les données passées du 4e trimestre, on tourne autour de moins 0,1, moins 0,3 en rythme trimestriel. Donc, on est dans une sorte de contraction d'ores déjà dès le 4e trimestre, donc il y a une partie à l'énergie, mais on sent bien que malgré un marché du travail qui se porte toujours très bien, on a ce choc de l'inflation qui est bien et bien présent, d'où répond la politique monétaire certes, mais il y a également quand même quand on se projette à l'avenir, on a du mal à voir une santé de l'économie qui pourrait rebondir et qui peut dire voilà, peu importe finalement ce choc de l'inflation et ce choc de restriction monétaire, je vais aller de l'avant et je vais continuer à rebondir à l'image de la Chine qui rebondit et qui pourrait tirer par sa sortie du Covid. À ce stade, vous dites, notamment à travers différentes enquêtes sur la distribution, les conditions de crédit, la distribution de crédit, vous dites à ce stade, la BCE pourrait trouver des éléments pour argumenter l'idée que, oui, la politique monétaire est en train de se transmettre, qu'elle est en train de produire des effets et qu'il faut tenir compte de l'accumulation du choc de taux qu'on a déjà infligé. C'est pas un discours qu'on a vu dominant à ce stade. Non, tout à fait, mais ça fait partie effectivement des évidences, des preuves qu'on a quand on regarde l'ensemble du tableau macroéconomique sur lequel la Fed a une vue beaucoup plus panoramique. Et c'est là où j'en viens à mon propos, c'est-à-dire que la BCE a le nez rivé sur l'inflation, et en l'occurrence l'inflation sous-jacente. Et même si effectivement, comme on le discute à l'instant, il y a différents éléments et preuves qui indiquent que l'économie n'est pas dans une santé incroyable, malgré tout, la BCE se doit d'avoir les yeux rivés sur l'inflation et les anticipations d'inflation, qui, et en tout cas sur l'inflation passée, on était surpris à la hausse, et son chef économiste Philippe Lane indique effectivement de potentielles surprises supplémentaires sur les prix des
des biens, sur les prix de l'alimentaire et via la boucle salaire-prix. Donc là-dessus, on est à un niveau aujourd'hui de 5,6, on doit tendre vers les 2. L'idée, c'est quand même d'aller faire tendre et d'aller remonter la pression monétaire pour faire tendre cette inflation sous-jacente vers les 2. Donc je pense que malgré tout, malgré que le fait que l'économie ne soit pas en si bonne santé que ça, et qui ne justifierait en aucun cas une remontée des taux encore plus rapide, malgré tout, l'inflation qui est la mère des batailles de la BCE, on va devoir malheureusement avoir une commission relativement forte pour ce meeting de mars, qui de mon point de vue va ressembler plus au meeting de décembre, un vrai meeting au quiche, plutôt qu'un meeting type février où on a quelques nuggets, quelques points d'attention, compte tenu notamment du rallye qu'on a eu sur les taux entre-temps. Donc, voilà, les conditions financières se sont détendues. Un petit peu détendues, exactement. Et le cheval de bataille est toujours là. Donc, même si, et le rôle de la BCE, évidemment, double, mais sur la politique monétaire, via la régulation des banques, évidemment, mais sur la politique monétaire, je pense que le message ne peut être que sans équivoque de ce côté-là. Et en même temps, vous dites, vous récusez l'idée que la BCE s'engage peut-être au-delà des prochains meetings, en tout cas, parce que c'était quand même l'événement du mois de décembre, Christine Lagarde, c'est le moment où elle s'est quand même engagée sur 2 hausses de taux de 50 points de base, qui vont donc être délivrées, celle de février et celle de mars, et je me souviens très bien, et possiblement une encore après. Absolument. Et donc c'est là où le message va être très délicat à donner, dans la mesure où, de mon point de vue, la séquence ne peut être que restrictive d'un point de vue taux, mais ne peut pas avoir un point précis. Donc là, en l'occurrence, c'est là la différence entre mars et décembre. C'est-à-dire qu'en mars, on a eu les plus 50 et plus si affinité entre quelque part, alors que là, on ne va pas avoir le plus 50 exprimé de manière explicite, mais plus une lutte continue contre l'inflation et un changement de forward guidance donc sur ce que vont devenir les taux après mars, qui va être plus de l'ordre. On va continuer à monter les taux de manière significative tant que l'inflation sous-jacente ne baisse pas. Ouais. Et donc on peut dire les choses de différentes façons, et très clairement la divergence au sein du Conseil des gouverneurs, on ne peut pas conclure qu'on va avoir un consensus qui permettrait d'avoir un chiffre sur encore on va faire plus 50, etc. Mais plus une indication beaucoup plus qualitative, et évidemment rester tout à fait ouvert à meeting après meeting et data et données dépendants. Qu'est-ce qui a changé ou pas d'ailleurs dans les déterminants de la dynamique d'inflation ces derniers mois, François, notamment sur le plan de l'inflation cœur, qui réaccélère depuis 3 mois. Elle s'était stabilisée, alors je mesure sur un an, mais on peut regarder en mois sur le mois annualisé. On était à 5% sur un an en octobre-novembre pour l'inflation cœur en zone euro. On est passé de 5 à 5,2 en décembre, de 5,2 à 5,3 en janvier, et en février de 5,3 à 5,6. Oui. 9 mois après la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, on a encore cette accélération de l'inflation sous-jacente, qui est expliquée comment ? Alors, on pourrait passer longtemps à l'expliquer. Je pense que la façon de le résumer qui est intéressante, c'est qu'on passe d'une mauvaise inflation à une bonne inflation. C'est un discours de Fabio Panetta, membre du Conseil de la gouverneure de la Banque centrale, novembre 2021, qui racontait ça, donc 2021, et qui disait qu'est-ce qu'une bonne inflation, une mauvaise inflation, une inflation vraiment horrible. Donc là, en l'occurrence, c'est la mauvaise inflation, donc celle qui est importée via du choc de l'énergie, donc celle qu'on a connue pour l'ensemble de 2022 et qu'on connaît encore largement. Et on passe d'une mauvaise inflation et qui se transmet domestiquement à l'économie. Et dès lors, même si on a encore beaucoup d'inflation sous-jacente qui est dérivée par la transmission de ces éléments énergétiques et alimentaires à l'inflation sous-jacente, il y a de plus en plus un espèce de relais de cette inflation qui est prise par les salaires, qui certes n'accélère pas monstrueusement parlant, mais qui la maintient à un haut niveau. Et c'est ça le problème en fait. C'est pas tant qu'on n'a pas d'accélération ou faible, mais c'est qu'on a du mal à avoir cette force de rappel vers les 2%. Et c'est la raison pour laquelle la BCE ne peut être que sans équivoque de maintenir cette bataille pour faire en sorte qu'elle plonge et de manière rapide, parce qu'il faut aller à 2% à moyen terme. Elle a plus de raisons, si je suis cette idée-là, la BCE, aujourd'hui, d'être restrictive, de remonter les taux qu'elle n'en avait il y a peut-être 18 mois en arrière. Absolument. Ah ouais. Et elle a plus de... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a plus de
de grippe sur cette inflation-là, parce que c'est une inflation qui est domestique, sur laquelle elle peut avoir plus un contrôle que celle qui vient de l'extérieur. J'entends. Avant même l'inflation par les salaires, il y a la question de l'inflation par les marges, visiblement, qui se pose en Europe, François. C'est-à-dire qu'on voit quand même que la hausse des prix est guidée, déterminée dans certains secteurs, dans certains cas précis, par la reconstitution des marges, qui peut paraître légitime pour de nombreux secteurs qui ont vécu des années traumatisantes de désinflation ou de pré-déflation permanente. Il y a aussi peut-être des entreprises qui profitent d'effets d'aubaine, qui reconstituent des niveaux de marge au-delà des niveaux normatifs que l'on pouvait connaître avant crise. Cette inflation par les marges, c'est une inflation qui doit être lue comment, justement, par la Banque Centrale Européenne ? Ça fait partie effectivement du processus inflationniste. Mais ma lecture là-dessus, c'est effectivement la raison d'être de cette inflation-là, c'est vraiment la superposition des chocs. C'est qu'on a eu quasiment contre toute attente, d'un point de vue de confiance, d'un point de vue prix de l'énergie, première partie de l'année dernière, alors qu'on était en pleine guerre russo-ukrainienne, et on y est d'ailleurs encore, une performance de l'économie incroyable, due à la réouverture de l'économie. Donc c'est là qu'il est très compliqué de lire ce qui se passe en ce moment, c'est de dire qu'est-ce qui est de l'ordre des effets passés, qu'est-ce qui est de la politique monétaire, qu'est-ce qui est de l'ordre encore de cette réouverture, et là c'est clairement le cas. Donc là, on a les données consolidées jusqu'à la fin du 3e trimestre, on va bientôt avoir le 4e trimestre, il y a tout à fort à penser que, vu là où est la demande domestique, à la fois en termes d'investissement et de consommation, on regarde les ventes au détail encore pour le mois de janvier qu'on a eu la semaine dernière en zone euro, c'est pas fameux. Donc tout à penser de dire qu'effectivement ceci est plutôt vraiment de l'ordre du passé. Il y a quelque chose qui n'est pas pérenne dans cette spirale prix-profit. Exactement, qui est absolument pas pérenne, tout à fait. Sur le plan de la politique monétaire, donc il y a la partie taux, 50 BP attendus cette semaine par la BCE. On verra comment le discours guide ou pas pour la suite. Il y a aussi la question du bilan. On vient juste d'entamer la réduction passive du bilan en zone euro. Est-ce que c'est un sujet qui est amené à prendre un peu plus d'importance et devenir peut-être un outil un peu plus significatif dans la lutte contre l'inflation justement en Europe ? Je pense pas. Pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, comme vous l'indiquiez, on a commencé tout juste il y a à peine 2 semaines à effectivement commencer à réduire le bilan du portefeuille d'actifs que détient la BCE au titre de politique monétaire. Et la stratégie de la BCE, c'est vraiment dans quelque chose de passif, de mesuré, de quelque chose qui est prédictif. Donc je ne pense pas qu'ils vont faire quelque chose de modifié ad hoc en fonction de ce qu'ils ont besoin, si proche. Ils n'ont pas du tout une lecture, je pense, encore suffisante des impacts que cela a. Par contre, c'est effectivement pour le meeting de mai, voire de juin, c'est là effectivement guider la trajectoire de que deviendra ce investissement qui, a priori, va devoir s'amenuire. Donc là, je pense qu'effectivement, ça va devenir complémentaire à la hausse de taux. Par contre, et c'est le deuxième argument, c'est que l'outil principal va rester la hausse de taux. Et on est bien en train de se dire qu'on va faire 75, 100 points de base de plus que ce qu'on pensait qu'on ferait en décembre, au moment où a été effectivement annoncé cette réduction du bilan, effectivement, somme toute modérée au début. Et donc là, il faut se dire aussi que plus les taux courts montent, plus ça crée de la volatilité, de l'incertitude, et plus effectivement avoir une BCE, non pas qui irait jusqu'à carrément à être hyper active et faire comme la Banque d'Angleterre, vendre de manière activement des actifs, on va rester plutôt prudent. On a quand même des niveaux de dette en zone euro qui sont très élevés. Et il faut se rappeler, c'est peut-être ce qui est un peu en marge cette semaine et aujourd'hui notamment des discussions de marché et qui ne devrait pas l'être, c'est ce qui se passe à l'Eurogroupe. C'est quelles sont les futures règles budgétaires sur lesquelles on n'a pas entendu grand-chose depuis 3-4 mois, alors que ça devrait être au cœur du sujet parce qu'il y a une motion, enfin en tout cas il y a un projet de loi qui devrait être déposé au Parlement européen dans les toutes prochaines semaines. Et effectivement, à quel point est-ce que les mesures budgétaires ont également permis d'avoir une demande domestique qui a tenu pendant l'ensemble de l'année 2022, mais qui pourrait l'être beaucoup moins en 2024. Et du coup, voir quelque part la vraie santé apparaître de l'économie européenne. Et du coup, là, faire un peu la lame à double... à double tranchant. La lame à double tranchant et de venir y voir effectivement une économie qui se porte vraiment, vraiment très, très mal. Et donc, du coup, le pacte a été suspendu jusqu'à fin 2023. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est quand même de trouver au moins un cadrage transitoire, si je puis me permettre, avant peut-être un cadrage plus structurel à terme pour les règles budgétaires en Europe. Absolument. Merci beaucoup François. François Cabot qui était avec nous en plateau pour évoquer les enjeux de politique monétaire dans un contexte un peu incertain désormais avec la remontée de ce risque bancaire qui est un mauvais signal, quand bien même ce risque bancaire semble à ce stade, selon les premières analyses, très localisé, très spécifique. Le risque de contagion
existe évidemment dans ce genre de phénomène et sera surveillé de très près dans les prochaines heures et les prochains jours. Et c'est donc un mauvais signal pour le sentiment à minima, puisqu'on voit un retracement des actions européennes qui s'est accéléré depuis la fin de semaine dernière avec un CAC 40 en baisse d'un peu plus de 2% à mi-séance. Voilà pour le résumé de ce début de semaine sur les marchés. On se retrouve à 17h ce soir, bien sûr, en direct pour la grande édition de Smart Bourse.